Bonjour et merci de nous accueillir. Hubert Tassi, vous êtes un directeur heureux là depuis 2015 dans cet endroit unique qu'on va avoir l'occasion bien sûr d'explorer. Alors en tout bien tout honneur parce qu'on n'aura pas la prétention en près de 50 minutes de faire le tour. Mais franchement ça vaut le détour. Ça vaut le détour aussi que je vous présente celui qui est à côté de vous parce que vous le connaissez bien vous Hubert. Vous l'avez fait venir du sud jusqu'à chez nous. On va tout de suite entendre son accent. Bonjour Dominique Landucci. Oui, bonjour Pascal, je suis très heureux d'être à la Saline où je suis scénographe du spectacle d'été Lux Salina et je suis là pour les répétitions et le spectacle va démarrer le 20 juillet. Oui, alors certains se disent, c'est bizarre, c'est à Lassa qu'ils nous font ce matin avec le vent. On n'est pas à Perros-Guirec, hein, on est bien à la Saline royale d'Arc-et-Senans ici sous le soleil mais avec un peu de vent ce vendredi matin, voilà, il faut faire avec. Hein. Parfois d'ailleurs dans le jardin c'est plus compliqué. Nicolas, bonjour. Bonjour Pascal. On vous connaît, c'est vrai que c'est compliqué dans le jardin. Mais... On vous connaît, vous, Nicolas, les jardiniers. Par contre, ce qu'on connaît moins, c'est peut-être le paillage, le tressage et la sciure. Parce qu'ici, il y a des jardins éphémères extraordinaires qu'on va découvrir avec Florence d'ici quelques minutes. Mais il y a aussi des démonstrations que vous nous avez réservées. Voilà, on va faire deux petites démonstrations de choses qu'on retrouve dans les jardins et qu'on peut effectivement reproduire chez soi. Je parlais de ce monument qui est un monument unique au monde. Hubert, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui nous rejoignent et qui peut-être entendent parler pour la première fois parce que je ne sais pas et ils ne savaient pas que ce site était inscrit par exemple au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre de venir ici faire un petit tour et un détour par la Saline royale d'Arc-et-Senans? Alors déjà, vous parliez du choix de ce site de Claude Nicolas Ledoux, de l'architecte qu'il a choisi au XVIIIe siècle. Il a choisi parce qu'il y avait du vent. Donc vous voyez, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Effectivement, parce que c'était un site d'exploitation du sel. Donc maintenant, il reste peu de traces de ce passé manufacturier. Et en tout cas, c'est un ensemble unique, vous l'avez dit, une architecture, 11 bâtiments, 2,8 hectares de toiture, 10 hectares de paysages construits par Nicolas Ledoux au XVIIIe siècle. Et il en a fait un palais plutôt qu'une manufacture. Oui, alors tout est sorti de la tête de ce cerveau d'ailleurs, de cet architecte extraordinaire et visionnaire, un personnage haut en couleur, vous allez pouvoir le vérifier. Et puis nous revenons ensemble ici à la Saline royale d'Arc-et-Senans. Claude Nicolas Ledoux est un ingénieur et urbaniste de talent qui, par l'originalité de ses conceptions, fut considéré comme un des plus grands architectes de son temps. C'est à Paris qu'il fit une grande partie de sa carrière. Parmi ses bâtiments les plus célèbres, les portes de l'Octroi qui entourèrent la capitale, de nombreuses habitations de luxe et des édifices publics comme le théâtre de Besançon. Beaucoup de ses travaux ont disparu aujourd'hui. Son chantier le plus remarquable est celui de la Saline d'Arc-et-Senans dans le Doubs. Il y conçut une usine de production de sel d'un nouveau genre, où dans un même lieu se trouvaient les ateliers industriels, les habitations des ouvriers, la maison du directeur et des jardins pour tout le monde. L'architecte rêvait même de prolonger le demi-cercle de la Saline et de construire une cité idéale où les habitants vivraient dans la concorde et la fraternité. Une ville utopiste qui ne vit jamais le jour. Il est vrai que lorsque l'on arrive par la route du côté de cette saline, on a l'impression que ça émerge un petit peu de terre. C'est un petit peu le passage dans un autre monde. Il y a comme un théâtre antique là, qui surgit de nulle part finalement, Hubert Tassi. C'est vrai, cette cité est posée là au milieu d'un espace effectivement un peu improbable, en plein milieu de la nature, cet ensemble construit avec cette architecture très puissante. Hein. Mais l'effet était voulu par Ledoux, c'est pas un hasard. Il a vraiment choisi le lieu, il a vraiment déterminé la construction de cette saline qui est construite effectivement un peu comme un cadran solaire. C'est un lieu d'utopie hein, finalement. Alors certes il y a beaucoup de vent, mais la Saline royale d'Arc-et-Senans, avec ou sans le vent, c'est quand même avant tout l'amélioration des conditions de travail, parce que pour l'époque c'était extraordinaire. Il faut dire que tout le monde vivait ici, il y avait plusieurs centaines d'ouvriers qui étaient là avec le patron et tout le reste. Alors oui, effectivement, on peut pas vraiment parler d'utopie au moment où Claude Nicolas Ledoux construit sa saline, puisque c'est très concret, hein, il construit une manufacture de sel, vous l'avez dit, en pensant au travail des ouvriers qui seront situés donc sur le lieu de travail, de production, en pensant aussi à leur bien-être en construisant des jardins ouvriers tout autour de la saline.
Les conditions de travail, il ne faut pas se leurrer, étaient quand même assez rudes. 12 heures par jour, donc c'était les 2 fois 12 heures effectivement, avec des conditions de travail assez dures. Mais malgré tout, pour l'époque, effectivement, les ouvriers étaient logés sur place et avaient un début d'organisation sociale avec des indemnités en cas d'accident. En tout cas, c'était prévu. Donc c'était une amélioration par rapport à l'époque. Oui, alors à l'époque, c'était 6 sous par jour. On n'était pas aux 35 heures, évidemment, on l'aura bien compris. C'était près de 250 personnes qui travaillaient vraiment, j'insiste, en vase clos. Chaque matin, il y avait la chapelle, la messe obligatoire, le directeur, le contremaître. Enfin, il y avait toute une hiérarchie qui s'était mise là. D'ailleurs, ça se traduit par la maison du pouvoir et la maison du directeur qui est assez imposante et qu'on peut voir ici, justement, dans cette saline. Oui, qui est situé juste derrière nous, effectivement. Le Doubs voulait marquer la présence du roi. Hein. Donc c'est la maison du directeur, c'est la présence du pouvoir royal, effectivement. Ça devait impressionner. C'était aussi un monument dédié à la connaissance. Le triangle que l'on voit percé d'un oculus. Claude Nicolas Ledoux était franc-maçon, donc on retrouve des symboles maçonniques à travers sa construction. Et c'était aussi l'œil de la connaissance et pas simplement celui de la surveillance. On va aller découvrir une exposition d'ici quelques secondes consacrée à notre architecte visionnaire, un certain Luc. Vous prononcez comment, vous? Scheuten. Voilà, Scheuten, donc à la À la flamande. néerlandaise, oui. D'accord, ok. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur le classement UNESCO en 1982 parce que ça a forcément fait évoluer les choses, Hubert Tassi. Vous avez vu passer des milliers de personnes supplémentaires. Oui, alors ça c'était un choix effectivement important qui avait été fait par Saint-Antoine, le président de l'époque, de faire classer la saline. À l'époque, il y avait très peu de monuments. Aujourd'hui, on est à peu près autour de 1063 monuments classés à travers le monde. À l'époque, c'était très peu. Donc 1982, un des premiers monuments classés. La valeur universelle de ce bien a été reconnue au titre de son architecture, de son architecte et aussi du patrimoine industriel. Très bien, très bien. Alors l'industrie c'est une chose, les jardins c'en est une autre. Il y a des jardins éphémères qu'on va aller découvrir. Le temps peut-être aussi pour Nicolas de se mettre en place d'ici quelques minutes pour nous préparer une petite démo. Vous allez aussi nous faire découvrir, Hubert, cette fameuse exposition, l'Expo 2100, pour savoir finalement à quoi ressembleront nos villes, la planète et pourquoi pas Arc-et-Senans au siècle prochain. Mais d'abord, Florence est là tout sourire dans un des 3 jardins qu'on va visiter ce matin. Où êtes-vous, jardin j'allais dire Florence. Oui, c'est Florence. Où êtes-vous, Florence? On va y arriver. Pascal, on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'univers des jardins associés à l'œuvre de Luc Scheuten. Avec vous, Denis Duquet, puisque vous êtes responsable de ce Festival des Jardins. Ici, on est dans, comment on appelle ça, l'habitat nature. Alors, vous pouvez nous parler déjà de la nature? Alors, c'est vrai qu'on est dans un jardin très particulier. On l'appelle le jardin jungle. Donc c'est un jardin jungle où on n'a pas hésité à mélanger beaucoup de végétaux différents. Donc dans un premier temps, on a une mare qui est très présente, dans laquelle il y a énormément de vie. On a des typhas. En bordure de cette mare, on va trouver un petit jardin quelque part de plantes aromatiques. Qui peut servir pour la cuisine. Ben voilà, qui va servir pour la cuisine des gens qui habiteront à proximité de ce jardin. Là, on a un néflier, donc un arbre fruitier. Et puis, si on se retourne, on va voir qu'on a également un sureau, donc qui est une espèce indigène et qui est très intéressante pour la biodiversité. Et qui peut aussi servir pour la cuisine d'ailleurs. Qui peut servir pour faire des confitures, il y en a qui font des confitures, du sirop, mais les fleurs sont intéressantes pour les pollinisateurs et les fruits pour les oiseaux. Et puis là, on retrouve encore quelques petits fruitiers. Et puis là, voilà, on a des petits fruits, des myrtilles arbustives. Et voilà, c'est un petit peu l'originalité de ce jardin où on n'hésite pas à tout mélanger. Donc ce jardin se déroule autour d'une maison, d'un habitat. Quel est-il? Alors c'est une kerter, donc c'est une maison bien particulière qui nous vient de Bretagne, qui a été, son nom. Voilà, qui a été imaginée par Evelyne Adam. Et celle-ci, c'est une première en France puisque c'est la rencontre de Luc Scheuten et de Evelyne Adam qui ont abouti à cette construction. Alors avant de rentrer dedans, il y a quand même cette petite plante que vous vouliez me montrer tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors c'est une plante qui est très connue dans notre région des agriculteurs. Et qui normalement, on l'arrache, ça. On essaye absolument de s'en débarrasser. C'est le rumex. Et c'est une plante qui gêne pour faire sécher les foins. Et ici, on la garde parce que Evelyne Adam nous explique que toutes les plantes ont leur utilité et que ce rumex-là, en fait, il nous permet de décompacter le sol en profondeur. D'accord. Donc toutes les plantes. Donc tout le monde vit en harmonie. Voilà. Autour de cet habitat. Alors, on revient sur la construction de cette kerter. En quoi est-ce fabriqué?
Alors cette Carter, elle est fabriquée, à l'origine, c'est uniquement de la chaux, du chanvre et du sable. Et c'est le chanvre qui, avec sa résistance de ses fibres, qui va donner la solidité à la construction. Donc là, mais vous avez rajouté une petite structure quand même exceptionnellement. Voilà, on avait une contrainte de temps pour la construction et une contrainte de forme aussi. Donc on a réalisé une structure à base de lames de bambou qui nous ont permis de monter l'ensemble de la structure ensuite en une semaine. Avec beaucoup de monde. Avec beaucoup de bénévoles. Hein. Il y avait 20 bénévoles. C'est aussi l'esprit de la Carter. C'est un projet participatif. Et alors à terme, on pourrait habiter dedans? Alors, à terme, Luc Schuiten a dessiné vraiment l'intérieur de la Carter, dans lequel on doit retrouver toutes les pièces d'une maison. Aussi bien ici, la salle de bain avec la douche, les toilettes, le petit coin salon, le coin cuisine et puis la table pour manger. Et à l'étage, si l'on peut dire, un petit couchage et un poêle pour assurer le chauffage pour l'hiver. Et comment vont se passer les relations entre la maison et le jardin? L'idée, c'est que c'est un habitat qui est bonifiant pour l'extérieur. Donc vous avez vu, avec cette approche du jardin, en fait, on va avoir un écrin qui sera très riche en biodiversité. Et si vous écoutez, on entend les grenouilles qui sont en train de chanter. Donc c'est bien la preuve que je ne raconte pas d'histoire. Les premières habitantes du lieu. En tout cas, ça, c'est un endroit qui va rester au-delà du festival. Oui. Et on continue notre exploration dans les endroits plus éphémères dans quelques instants, Pascal. Nous retrouverons évidemment Florence dans les jardins extraordinaires de la Saline, dont les réalisations, rappelons-le, Hubert Tassi, courent jusqu'au mois d'octobre. Ça va nous laisser le temps quand même de pouvoir aller encore s'y balader d'ici la fin de cette émission. Mais là, on poursuit avec cette exposition magique, avec un architecte visionnaire. Où sommes-nous précisément ici, Hubert ? Oui, alors nous avons les grands formats de l'exposition Luxkeuten dans cette berne qui était le lieu de production du sel au XVIIIe siècle. Il faut imaginer ici 50 degrés, 100% d'humidité, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, donc, c'est un lieu dévolu aux expositions et de grands formats, comme vous pouvez le voir autour de nous. Ça nous permet effectivement d'exposer des œuvres monumentales et en particulier cet espace jour-nuit où on vit en 5 minutes le rythme d'une journée de 24 heures. On va découvrir plus en détail d'ici quelques secondes cette exposition consacrée à Luxkeuten. On ne le dira jamais assez, un architecte visionnaire dont la réflexion repose sur quoi finalement? Parce que là, on voit quelques engins, on se dit mais où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors Luxkeuten, effectivement, déjà, pourquoi la Saline? Luxkeuten, vous l'avez dit, c'est un architecte visionnaire, c'est un architecte utopiste, et il est très proche de l'esprit de Claude Nicolas Ledoux, qui a été le créateur de la Saline royale. Ledoux disait: lorsqu'on détruit des taudis, on redonne à l'homme sa dignité. Et Skeuten, aujourd'hui, construit des abris pour les SDF. Donc c'est vrai que c'était cette filiation qui nous avait semblé importante de montrer. Et puis tout chez lui est du développement durable. Comme ces machines, effectivement, on en voit une, à la c'est fois assez assistance extraordinaire. Électrique et avec la force humaine, puisque ça marche au pédalage. Oui, Ouais. alors on n'a pas, pour des raisons de temps, vous l'aurez compris, ce vendredi matin, la possibilité de pédaler. En revanche, on peut remonter le temps, ça c'est la magie de la télévision. Figurez-vous que Luxkeuten, nous l'avions rencontré justement il y a quelques années. Regardez, et nous revenons ensemble ici pour cette matinale tout à fait spéciale depuis Arc-et-Senans à la Saline. Luxkeuten invente des cités végétales, des rues avec des habitats-arbres ou des logements organiques, des villes où l'homme abandonne les trottoirs pour coloniser les toits, respirer l'air et créer des potagers. Dans l'idée d'une société qui aurait très très fort évolué. On aurait quitté d'abord une société de consommation où on travaille pour produire et puis pour consommer et puis pour jeter tout ce qu'on n'utilise pas. On serait sorti de cette frénésie pour être beaucoup plus juste par rapport à nos besoins réels. Et pour se déplacer dans une époque où le pétrole aura disparu, notre metteur en scène de rêve s'inspire des animaux. Nos avions, des ornithoplanes à ailes battantes. En fait, des engins aériens qui captent l'énergie solaire. Un mode de transport bien éloigné de nos avions à réaction. Quand on vole à 1000 km/h au-dessus des nuages, on n'a plus de perception, on n'est plus en contact avec rien. Des villes sans pollution d'où l'on aperçoit les montagnes, des villes où la nature est en équilibre avec l'homme, des villes vertes sans verre. J'ai imaginé qu'en mêlant du jaune avec du bleu,
même si je l'ai décomposé ici, on pouvait imaginer le vert. Et le vert, ce n'est finalement que du jaune et du bleu mélangés. Et si Luc dessine souvent ces cités végétales vues du ciel, c'est parce que c'est un adepte des ultra-légers motorisés. C'est pour ça que souvent mes vues sont aériennes, c'est pour redonner l'horizon aux gens, c'est pour ça que j'utilise les toitures en tant que jardin et que promenade, cette manière aussi de pouvoir donner cette respiration. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le parti pris de la scénographie sur cette exposition ici, c'est l'optimisme, Hubert, finalement. Oui, On alors le voit, là, hein. effectivement, vous avez raison, Pascal. On va s'avancer un petit peu, on va bouger. Contrairement à ses collègues dessinateurs, auteurs d'anticipation, Luc est optimiste. Voilà, il ne voit pas un futur post-apocalyptique après un tremblement de terre ou une catastrophe nucléaire. Il imagine qu'on va prendre conscience des risques que court la planète et que les hommes vont construire des cités qui vont se rapprocher de la nature avec des architectures biomimétiques, comme il dit. Donc d'où ces immeubles, effectivement, qui ressemblent à des arbres. Oui, on voit ça. Hein. Il y a vraiment le parti pris aussi de l'éco-durable. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Parce que franchement, on est dans quelque chose, allez, moi, je vais le dire, d'utopiste quand même. Alors, à la fois, c'est utopiste et récemment, on a vu que dans des villes comme Dubaï ou même à New York, on commence à implanter des jardins sur les toits, des potagers. À Dubaï, les immeubles ressemblent à des arbres. Donc, quelque part, cet optimisme prend aussi s'ancre dans le présent. L'objectif, c'est quoi finalement? C'est la réaction des visiteurs? C'est un électrochoc, cette exposition ici à la Saline Royale d'Arquesonant? Je pense que si on fait prendre conscience effectivement d'une certaine nécessité à changer notre mode de vie, en tout cas c'est ce que souhaite Luc Skeuten depuis 40 ans. Il prêche cette philosophie-là depuis le début. Et petit à petit, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience des gens et on voit l'intérêt des visiteurs effectivement pour cette philosophie-là. Nature et architecture, ce sont les trois mots finalement qui résument très modestement cette exposition qu'on peut voir ici. Oui, c'est un beau résumé, c'est bien. Alors il est vrai qu'en même temps, on peut aussi apprendre pour les enfants par exemple à découvrir ces cités du futur. Pour l'instant, ce ne sont que des rêves. Malgré tout, il y a quelques pistes qui sont aujourd'hui explorées. Oui, Luc y tenait. Donc il y a des espaces pédagogiques dans cette berne qui permettent aux enfants, en s'amusant, de prendre conscience effectivement des nécessités du développement durable et de l'impact qu'a l'homme sur la planète. C'est vraiment le combat de Luc Skeuten et il le fait avec délicatesse et beauté à travers ses œuvres et ses dessins. Hubert, il a dû franchement beaucoup s'amuser aussi, Luc Skeuten, parce que si on se retourne et qu'on regarde ce genre d'œuvre, on est quand même surpris. C'est le moins qu'on puisse dire. L'homme sauterelle, oui. Alors ça, je ne suis pas sûr que ça fonctionne en réalité. Là, on est vraiment dans l'utopie. Mais en tout cas, l'utopie est belle. Il y a un côté Icare dans cette œuvre, effectivement. Et c'est se rapprocher du soleil. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas? Alors bon, à défaut de se rapprocher du soleil, on va garder toute la lumière ce matin en continuant notre visite dans ces jardins extraordinaires avec Florence qu'on va aller retrouver. Et puis juste après, c'est notre jardinier à nous que vous connaissez bien, Nicolas le jardinier, qui va nous donner quelques conseils pour par exemple le paillage. Vous savez faire du paillage, vous? Ah ben j'ai observé, mais je ne l'ai jamais fait encore. Bon, on va le faire ensemble ce matin. Restez avec nous sur France 3. Pascal, on a changé d'univers ici, on est dans le jardin des émergents. On va en parler avec Marie Perra parce qu'elle a imaginé beaucoup de choses. Oui, parce que Denis Duquet, tout ça, en fait, c'est la collaboration à des dizaines de personnes pendant des semaines. Oui, alors pour chaque jardin, il y a beaucoup d'écoles qui sont présentes à la Saline. Sur ce jardin-là, on avait le lycée de Fébillot qui a été présent pendant une semaine, donc 20 jeunes de Bac Pro qui ont participé à la réalisation du jardin imaginé par Marie. Alors Marie, qu'est-ce que vous avez voulu ici dans les émergents? Donc, avec Mégane, donc mon amie paysagiste, on a travaillé sur la cité des vagues de Luc Skeuten, qui est une cité qui s'adapte à l'arbre. Et donc nous on s'est posé la question de comment on vit en haut des arbres. Et donc avant de monter jusqu'à la cime des arbres, on rentre dans cette cabane, on vient s'installer au creux des arbres. Et pour mieux monter entre les arbres, on monte sur la canopée? Voilà, on est parti pour la canopée. Donc cette structure-là a été faite avec les élèves de Fébillot. C'est une structure qui nous a pris pas mal de temps, mais qui est assez... Et qui vaut le coup. Voilà, qui fait son effet. Avant d'arriver dans la canopée, on peut se balancer
Ah, c'est une vraie balancelle. D'arbre en arbre, comme les singes. Ouais, ou les écureuils, ça dépend de l'humeur du jour. C'est important, on ne doit pas juste frôler ces objets, il faut les occuper, il faut s'en servir. C'est un jardin à vivre où on peut s'asseoir dans la cabane, on peut se déplacer, on peut se balancer, sauter plus tard avec les bascules. On va y aller. Et tout ça en admirant la cime des arbres. Là, ce sont des arbres qui étaient déjà là, évidemment. Voilà, les frênes qu'on peut voir et les catalpas étaient là. Et donc, en fait, pour la conception, on avait déjà l'idée de la canopée. Et quand on est revenu sur le site pour enrichir notre dessin, on a pris en compte tout l'existant, donc tous ces arbres, toutes les plantes, toutes les vivaces qui étaient là déjà, et la butte qui est ici. Alors pour jouer toujours le côté hauteur, il y a même un belvédère. Voilà, ce belvédère nous a été suggéré par les vanniers qui ont réalisé tous les dômes en saule, et donc réalisé toujours avec les élèves pendant la semaine de chantier qui a été une super semaine. Et pendant cette semaine de chantier, il y a des allers-retours entre vous, vous discutez, parfois il faut tempérer certaines folies ou ça se passe globalement dans le dialogue? Ça s'est très bien passé, mais effectivement un projet tel que celui-ci, c'est aussi beaucoup de discussions, beaucoup de concessions entre les concepteurs, les étudiants qui sont là, qui sont aussi force de proposition, les enseignants également, et puis l'équipe de la saline, des jardiniers qui ont aussi le recul sur certains aménagements. Alors on continue dans le ludique, parce que vous nous parliez des bascules, Marie. Oui. Voilà. On va aller faire un tour dessus. Alors j'essaie de ne pas tomber quand même. Au milieu, donc toujours des réalisations en osier. Voilà, qui font leur effet, elles aussi. Allez-y, passez en premier, parce que moi je vais attendre de voir comment ça marche. Oh, ça va, ça n'a pas l'air trop dangereux. Et hop, et on s'amuse dans ces jardins. C'est aussi l'idée d'un jardin. Allez, Denis, venez. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de travailler sur un chantier comme le Festival des Jardins à La Saline? Sur un CV, c'est bien? Oui, il y a déjà le fait d'avoir été choisi. Et surtout, c'est tout le côté suivi de chantier. On a quand même eu 2 écoles, les charpentiers aussi qui nous ont dessiné la cabane. Et donc, il faut écouter toutes ces personnes-là, il faut prendre en compte leur avis aussi parce qu'elles sont importantes. On avait des botanistes aussi qui nous ont aidés pour toute la palette végétale. Et vous n'étiez pas venu depuis plusieurs semaines, et alors comment vous trouvez ça? C'est assez génial. Toutes les plantes ont pris, les grimpantes commencent à pousser sur les structures en saule. C'est super chouette. C'est super chouette. Je crois que c'est très bien comme qualificatif. Voilà Pascal, pour ce deuxième jardin, on se retrouve évidemment tout à l'heure avec les vanniers pour parler un petit peu plus du travail de l'osier. Florence et ses invités ont visiblement la main verte. On va nous aussi vous faire quelques expériences autour de l'osier, mais d'abord on va s'inspirer du lieu, Nicolas le jardinier, parce que vous êtes venu ici avec nous ce matin à Arc-et-Senans pour nous aider. Et c'est vrai que quand on se promène ici, on se rend compte qu'il y a des allées un petit peu particulières. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est du paillage. Tout à fait, il y a donc des allées qui ont un aspect très moelleux, c'est très agréable au marché, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc ces allées effectivement sont réalisées avec de la sciure. Donc il faut y penser, c'est des matériaux de récupération qui sont tout simples à utiliser. Il y a deux, trois petites techniques, 2-3 petits conseils à savoir avant de pouvoir le reproduire à la maison. En même temps que vous nous en parlez, on voit quelques images sur ces allées donc en sciure de chêne. Ça limite les mauvaises herbes. Pourquoi les sciures de chêne d'abord? En fait, la sciure de chêne, ça va libérer du tanin qui va un petit peu limiter le développement des mauvaises herbes. Ça va brûler dès qu'elles vont commencer à germer. Le tanin va brûler ses graines. Donc du coup, ça va vraiment limiter. Donc on aura vraiment un aspect toujours propre dans ces allées. Et là, ceux qui sont avec nous ce matin se disent « Ok, il est très gentil, mais bon, si Nicolas a fait le déplacement, c'est quand même pour nous montrer quelque chose. » Voilà. Bien sûr. Alors bon, s'il vous plaît, comment fait-on ces fameuses allées en sciure pour ceux qui sont avec nous et qui souhaiteraient le faire? Déjà, est-ce que ça coûte cher, premièrement? Non, parce que la plupart du temps, ça peut être des matériaux de récupération. Donc, si on fait du chauffage au bois à la maison, on peut récupérer cette sciure et puis ensuite les mettre en paillage dans les allées. D'accord, alors déjà, très bon plan, ça coûte pas cher. Voilà, maintenant, comment fait-on, s'il vous plaît? Vous êtes venu avec le matériel d'enfer. Vous savez qu'il y a Dominique derrière qui
qui est scénographe, qu'on va retrouver dans quelques minutes, qui est à l'origine d'un spectacle extraordinaire ici sur cette saline royale d'Arc-et-Senans. Il y a Hubert Tassi, le directeur, qui nous regarde un peu comme des extraterrestres. Ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi. Bon, alors déjà on a une structure donc, pour apprendre un petit peu à tresser, pour essayer de reproduire certaines choses que l'on voit dans les jardins. Tout ce qui a été fait dans les jardins ont été fait par des écoles, donc notamment par les élèves de l'école de Faille Bio. En Champagne-Ardenne, bien sûr. Voilà, donc chez nos voisins. on va essayer donc de reproduire un petit peu des structures. On a également fait une reproduction, donc une petite coupe un petit peu d'allées en sur pour montrer un petit peu comment on peut réaliser ça. Donc pour les allées en sur, donc on a donc tout d'abord, donc on a le sol naturel. J'espère qu'on la voit là, parce qu'il y a beaucoup de vent ici, et c'est vrai que c'est pas forcément très évident. On va décaisser d'environ 10 cm, retirer donc la terre. Ensuite, on va donc rajouter, on va donc faire un petit mélange de terre et de sur, donc sur environ 5-6 cm. Donc environ moitié sur, moitié terre. On mélange bien ensemble. Et donc pour finir, donc la couche de finition, on va donc mettre environ 3 cm de sur pour finir, donc de sur de copeaux. Donc on va toujours travailler en dôme. Et donc le fait d'avoir un mélange ici, ça va donc permettre de drainer. Si on met uniquement de la sur de la terre, lorsqu'on aura des grosses intempéries, la sur va partir. Alors que si on fait donc déjà ce mélange sur plus terre, plus ensuite la terre, donc l'eau va donc s'infiltrer, va donc drainer, et ça évitera donc dès qu'il y aura du vent ou dès qu'il y a des gros orages, ça évitera que tout parte. Donc si je résume, mélange de sciure, de terre, et comme ça draine. Ça va drainer, et ensuite en surface on va donc remettre une finition en sur. Super, moi j'ai mon allée en sciure, maintenant il y a le tressage ici, je Voilà. vous sais très doué, je peux même vous tenir le micro si vous n'êtes pas capable de faire ça d'une main. Allez, on y va. Voilà, donc tout simplement, rock'n'roll. ça peut servir, ça c'est donc de l'osier sec Ouais. qui était trempé pendant plusieurs jours pour éviter qu'il ne soit trop cassant. Très compliqué, hein. Vous parliez tout à l'heure de Faille Bio, hein, cette école extraordinaire en région Champagne-Ardenne, Voilà. où l'on apprend justement à faire des paniers en osier, des vrais différentes paniers en osier. choses. Oui, parce que l'osier, il y a plusieurs osiers. Hein. Tout à fait. Ça c'est Il y a du différents vrai types osier. d'osier, ça Très bien. c'est l'osier sec. Donc là on va donc Ouais. regarder pour faire des tressages pour séparer dans des allées avec des massifs. Donc après donc la chose est donc on va tresser tout simplement. Ouais, montrez-moi ça. On va donc partir comme ça. Alors, si j'avais 3 mains, mais je peux pas, hein, je ne m'appelle c'est pas la plus pieuvre compliqué. encore, mais je pourrais vous aider, mais là ça ne sera pas possible. Donc là l'osier Ok. donc était plusieurs jours dans l'eau pour éviter qu'il soit trop cassant, parce qu'autrement on n'arriverait pas à faire des structures comme ça, et donc ça casserait vraiment très facilement. D'accord. Et donc du coup voilà, Ok. on passe d'un piquet à un autre, on alterne à chaque fois. Et où trouve-t-on du bon osier comme ça là? Bon, on peut en trouver, il y a différents endroits où on peut en trouver, notamment sur Faille Bio, qui est vraiment la capitale de l'osier, la capitale de la vannerie. Donc on trouve différents types d'osier. Et donc là c'est donc de l'osier sec. Après il y a de l'osier vivant où on pourra faire des structures, mais l'osier vivant sera planté dans la terre, ensuite il sera travaillé. Donc l'osier aura donc dans le cas de l'osier vivant, on aura donc des feuilles. Ouais. Alors que là, c'est l'osier sec, il n'y a aucun rapport avec la terre, il ne sera pas raciné, donc on n'aura pas de feuilles dessus. C'est des structures qui vont durer environ 2 ans. Eh bien parfait, on a moins de 2 ans maintenant à passer ensemble. Voilà. On a quelques minutes encore pour vous montrer des magnifiques jardins, des jardins extraordinaires. Charles Trenet aurait pu chanter d'ailleurs que c'est un jardin C'est extraordinaire vrai qu'il y a ici. des très beaux jardins. Mais oui. il y en a de tellement extraordinaires. Je vais vous emmener dans l'un des plus grands festivals de jardin, direction Chaumont-sur-Loire, histoire de bien déconnecter avant de revenir ici à la Saline Royale d'Arc-et-Senans pour ce vendredi matin, sous le soleil, avec un vent formidable. Hein. C'est le vent de la bonne humeur, j'ai l'impression. 11, c'est le numéro, le promenoir infini. Philippe et ses petits-enfants ont découvert les jardins de Chaumont ce matin. Une expérience qui allie nature et réflexion. Donc, mais l'été, est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle vous inspire là? Les bouts de bois. Oui, ben, les bouts de bois, mais ça te fait penser à quoi? On dirait qu'ils montent et qu'ils descendent. Parmi la trentaine de jardins sélectionnés, voici le filet de la pensée. Il symbolise comment en Corée, à partir du XIVe siècle, les hommes en exil utilisaient la pensée pour s'évader, une pêche symbolique pour capturer le temps. C'est des cannes à pêche. Et les plantes violettes, ça fait penser aux poissons. Et les pierres, ça fait penser à l'eau. Ça donne la possibilité à tout le monde de faire libre cours à sa création, à son inventivité. Regardez les panneaux métalliques ici, ça me rappelle beaucoup le musée de Bilbao. Il y a une salle où il n'y a que ça. Donc c'est vraiment impressionnant.
La possibilité d'une île, Harry Potter, le livre de sable. Cette année, le Festival des Jardins met la pensée et donc la littérature au cœur des créations. On pense au verger de Platon, au jardin d'Épicure, aux promenades des philosophes de Kyoto, d'Heidelberg. Quand on est dans un jardin, la pensée se déroule plus facilement. La caractéristique d'un jardin réussi, c'est un jardin dans lequel on a envie de rester parce qu'il exerce une influence sur notre imaginaire. Le végétal apaise. Au jardin de Chaumont, il donne aussi à réfléchir, voire à méditer. Ce domaine, considéré comme l'un des plus beaux lieux de l'art du jardin au monde, vous invite à une journée de poésie jusqu'à début novembre, histoire de déconnecter complètement du monde urbain le temps d'une journée. De la poésie, nous n'en manquons pas ici aussi, vous l'aurez compris, à Arc-et-Senans, dans cette saline extraordinaire, ce vendredi matin. D'ailleurs, on va continuer la déambulation dans ces jardins éphémères avec Florence, qu'on va aller les retrouver avant de parler de spectacle. Parce qu'ici, il faut le savoir, il y a des milliers de personnes qui se retrouvent pour un spectacle étonnant. On va le découvrir avec l'un de ses créateurs qui est avec nous ici. Pascal, c'est notre dernière incursion dans les jardins, ici précisément le jardin des habitarbres. Alors à quoi ça correspond, Denis, exactement ? Alors ici, les concepteurs paysagistes ont voulu mettre en opposition notre monde très urbain, très minéral, avec le monde de Lux-Schuiten, qui lui est vraiment une cité végétale, habitée et respectueuse de son environnement. Et c'est là qu'on a vraiment un gros travail de l'école d'osiericulture de Vannerie de Faille-Bio, qui est un partenaire traditionnel, mais là cette année, c'est grosse édition. Oui, cette année, on leur a demandé un gros effort, puisqu'ils sont venus 2 semaines, et c'est la 18e fois qu'ils participent à notre festival. Et comment ça se passe en fait ? Vous leur donnez des schémas et puis après ils traduisent ? Exactement, on arrive avec les dessins des concepteurs et eux, immédiatement, ils transcrivent en termes d'osier vivant. Eh ben, on va visiter du coup ce jardin. Vous pouvez donner votre micro à Jean-Pierre Bénétière, donc vous êtes formateur à cette école, et puis Lucille Bou, vous êtes stagiaire, vous avez participé. Jean-Pierre, l'osier, c'est vraiment un matériau extrêmement traditionnel. Oui, c'est un matériau très traditionnel, cultivé depuis fort longtemps en Haute-Marne. Et donc l'école de vannerie essaye et enseigne l'art de tresser l'osier. Alors l'art de tresser l'osier, ça pousse où l'osier ? Alors ça pousse surtout sur des terrains humides. Et c'est une plante qui aime beaucoup l'eau, c'est du saule. En fait. Ah, c'est une sorte de saule. Alors là, Lucille Bou, on a une première arche. Comment vous avez travaillé dessus ? Alors, on s'est basé déjà sur des arbres qui étaient déjà en place. Et on a installé ce qu'on appelle des perchettes. Donc, c'est du saule à la base, qui, quand il est cultivé, devient osier. Et là, c'est de l'osier qui a 2 à 3 ans. Donc, qu'on installe, qu'on plante dans le sol, par contre. De chaque côté, et après on les tresse, on fait en sorte de faire des arches. Alors la difficulté, c'est de faire en sorte qu'elles soient symétriques et qu'elles aient une belle courbe. Donc c'est assez travaille compliqué. facilement ? Pas forcément, parce qu'il faut pas couder, il faut pas casser, il faut l'accompagner. Donc c'est un véritable travail. Et à partir de là, il faut aussi faire des liens pour que ça puisse rester en place. Et donc ces liens sont aussi faits à base d'osier, comme on peut voir ici. Alors là, on a plein de nœuds. On va redétailler un petit peu ces nœuds. Donc c'est de l'osier toujours aussi, mais une autre partie, j'imagine. Voilà, donc en fait, on a donc il y a différentes tailles. Hein. On coupe l'osier, on la classe, on la trie après par taille. Et donc les petits brins, souvent, on les utilise pour faire des liens, notamment dans les vignes. À l'époque, c'était surtout là-bas qu'on les utilisait. Et donc là, comme c'est des perchettes, c'est beaucoup plus costaud, on utilise des liens un peu plus gros. Voilà. Et alors c'est marrant parce qu'en effet ça se fond complètement dans le paysage. C'était l'idée, on a l'impression qu'il y a des arches, que d'un coup il y a quelque chose de très harmonieux, très symétrique au milieu de la forêt, Jean-Pierre. C'est ça l'idée ? Oui, c'était ça. C'était ce qui était intéressant dans le jardin, c'était d'utiliser les plans qui étaient en place et puis venir agrémenter avec différents arches. Et jusqu'à presque un cloître, comment on appelle ça, ce oui, cœur du jardin ? Oui, on peut appeler ça comme ça. Et donc l'idée c'était de jouer avec les lignes, ce qui était très intéressant, en les faisant très régulières, c'est savamment organisé finalement. Et ça a été très intéressant de réaliser cette structure parce que déjà c'est assez monumental. Et puis aujourd'hui on la voit en végétation, du coup ça devient un abri très agréable pour passer un petit moment.
Lucille, qu'est-ce qu'on fait après une formation comme ça en osiriculture et en vannerie et une expérience au Festival des Jardins? On n'a qu'une envie, c'est de recommencer un projet comme celui-ci parce que c'est vraiment hyper intéressant. C'est des projets qui ne viennent pas de nous, enfin qu'on n'a pas créés. Et donc mettre en pratique, réaliser en fait, un projet d'une autre personne, c'est assez intéressant. Ça vous servira pour votre carrière? Voilà, vous on apprend, à on continue. À être artisan, voilà, je voudrais être vannière, mais aussi osiricultrice pour cultiver mon propre rosier, voilà, pour pouvoir travailler ma matière première. Bah voilà, c'était notre zoom sur l'osier ici au Festival des Jardins. Il y en a absolument sur tous les jardins. Je ne peux que vous encourager à les parcourir un par un avec encore plus de temps qu'on y a passé parce que c'est un délice. Merci Florence. Je vous propose de se retrouver dans quelques minutes, Florence, pour aller une petite fin sympathique. Mais juste avant, je voudrais quand même, Dominique, qu'on s'intéresse à ce spectacle, j'allais dire populaire, festif, qui se déroule ici dans ce cadre bien particulier de la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Il y a quand même plus de 800 figurants de la région qui participent à Lux Salina. C'est quoi Lux Salina? Alors Lux Salina est un spectacle visuel qui a été commandé par la Saline Royale en la personne de Hubert Tassi qui m'a contacté pour faire un spectacle événementiel d'été grand public racontant une histoire de la Saline décalée et compréhensible par les étrangers, les enfants et surtout pour raccrocher avec le territoire et faire participer le maximum de Comtois au spectacle. Et là, je crois qu'on a dépassé toutes les espérances puisque quand je suis arrivé en 2015, on m'avait promis une 50aine de personnes bénévoles et là j'en ai 800 et le pire, c'est que c'est tous des amis, quoi. Donc j'ai beaucoup de ponts à boire. Alors le pont, pour ceux qui ne connaissent pas, mais dans la région on connaît tous, c'est le petit apéritif à consommer pastis. Avec modération. Alors le pastis, c'est la version sud de Lyon, voyez-vous. Nous, je suis arrivé avec le PO au pastis olive et je repars avec le PO pont olive. Bon, en tout cas, c'est une histoire féerique, poétisée en 7 tableaux. On a du mal à imaginer où ça se passe ici. Je crois que c'est juste derrière nous. Il y a une grande Alors scène qui c'est s'installe, derrière c'est nous, ça se passe sur les deux bernes est et ouest et la maison du directeur. Sur ces murs, ces façades, il y a des projections d'images. Vous savez ce qu'on va faire, Dominique? Oui. Plutôt que d'en parler, on va regarder quelques images sur un précédent spectacle. Je crois que parce que c'est déjà la 3e édition. Donc on regarde et on revient. Il y a une nouveauté cette année, Dominique. De quoi s'agit-il? Alors la grande nouveauté cette année, j'en suis très fier, ainsi que je pense Hubert Tassi, puisqu'on a déjà travaillé avec ce grand personnage de musique de film, il est connu comme ça, c'est Bruno Coulet. Bruno Coulet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le peuple de l'herbe, Microcosmos, voilà. C'est surtout le César de la meilleure musique en 1997, c'est les choristes, c'est le peuple migrateur où il a quand même obtenu, et c'est l'un des rares, un autre César en l'an 2000 pour la musique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a plus de 35 musiques de films au compteur, pour bien qu'on comprenne le personnage. Oui, un grand personnage qui a... On voit les grands à leur humilité, et je crois que Bruno est une définition de grand personnage, de grand musicien. Il est venu voir la première édition en tant qu'ami, Hubert le connaît bien, donc il a invité et il a aimé le spectacle et on lui a proposé de faire la musique de l'édition 2. Il a commencé la musique de l'édition 2 et là, cette année, il a terminé. Toutes les musiques sont de Bruno Coulet pour le spectacle Lux Salina édition 3. Du 20 juillet au 18 août, pour être très précis, ça fait 15 représentations, grosso modo, à partir de 22h30, si je me trompe pas. 22h30 à la tombée de la nuit. Ouais, tout à fait. Tiens, puisqu'on parle de spectacle, c'est aussi ce lieu, une résidence pour les artistes. Si je vous dis Jordi Savall, Hubert. Et oui, un compagnonnage avec le grand musicien catalan et son ensemble Concert des Nations, depuis 3 ans déjà, et pour 3 ans encore, puisque la résidence vient d'être prolongée
par le ministère de la Culture. Donc Jordi est dans nos murs, il est là plusieurs fois par année, 5 fois par an. Et il sera là le 12 juillet à la Saline Royale pour un spectacle en 2 parties qui débutera à 19h. 19h, 21h, 22h, minuit. Là, comme sur Lux Salina, on joue les nocturnes. Je crois qu'on a aussi quelques images de Jordi Saval, si je ne me trompe pas. Normalement, il devrait être avec nous au mieux par la pensée, mais a priori, ça devrait être en couleur d'ici la fin de cette émission. Une certitude, c'est que voilà, c'est toujours des grands événements. Hein. Je le disais, hein, Jordi Saval, on en parlait, donc vous pouvez le lancer, parce qu'on me dit, on le lance quand tu veux dans l'oreillette. Vous pouvez y aller. On en parle depuis 2 minutes. Jordi Saval, on en a beaucoup parlé sur France 3, nous l'avons suivi pour un feuilleton qui a été diffusé cet hiver, à revoir sur france3.fr et pourquoi pas aussi à savourer ici à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, Hubertassi. Oui, effectivement, comme je vous le disais, le prochain concert c'est bien le 12 juillet, donc à la Saline Royale. Il y aura aussi un grand concert le 14 octobre, un Vivaldi, Judith triomphante, une pièce rarement donnée, un oratorio de Vivaldi, ça sera le 14 octobre. Allez, j'ai envie de profiter de la dernière minute qui nous reste, Hubert, pour que les yeux dans les yeux, vous me disiez que vous êtes arrivé à convaincre d'autres artistes, d'autres stars, comme vous l'avez déjà fait ici, parce qu'on a du mal à l'imaginer, mais sur cette pelouse, il y a déjà eu plus de 20 000 personnes. Oui, avec David Gilmour, l'emblématique guitariste des Pink Floyd. Donc là, vraiment, c'était inoubliable pour ceux qui ont participé. Mais ça ne restera pas unique, effectivement. Il y a des projets à venir. Voilà, on y travaille. En 2019, on fêtera sur cette pelouse, par exemple, le Woodstock. Voilà, voilà un scoop, merci. On a le parrainage de Michael Lang, qui a été l'organisateur de Woodstock du vrai, de 69. Donc il nous a aimablement donné son parrainage pour une grande commémoration de Woodstock à la Saline Royale en 2019. Bon, un très très grand moment. Vous avez un site internet qui est très bien fait si on veut en savoir beaucoup plus sur la Saline Royale d'Arc-et-Senans, en sachant évidemment qu'on n'a fait que survoler très modestement, mais très rapidement grâce au vent qui nous a bien poussé ce matin. Cet endroit magnifique dans le Doubs. Merci de nous avoir accueillis, Hubertassi. Merci aussi à vous, Dominique Landucci. Merci. Attention, n'abusez pas trop du pont quand même. Non. Faites très attention. Voilà. Et puis rendez-vous pour le spectacle du 20 juillet au 18 août. Évidemment, le spectacle s'appelle Lux Salina à partir de 22h30. Voilà. Et merci à vous, Nicolas Le Jardinier. D'autres conseils très bientôt, forcément, ça c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on va retrouver Catherine Roch maintenant pour les titres de l'actualité sur France 3 dans votre matinale. Bonjour à tous. En Franche-Comté, les professionnels du comté ont rendez-vous cet après-midi à Poligny, dans le Jura, pour réfléchir au futur cahier des charges de leur filière. C'est un rendez-vous important car le mode de production de ce fromage obéit à des règles strictes sur la nourriture, la traite ou encore l'affinage. Le tout contribue à faire du comté un produit réputé, mais surtout une réussite économique. Un équilibre que les producteurs ne veulent surtout pas mettre en danger. Explication à midi des enjeux de cette réunion. Vous verrez aussi qu'il n'y a pas d'âge pour vibrer devant les rencontres de la Coupe du Monde de football. Pour suivre les matchs, il y a des écrans partout, dans les bars, dans les entreprises. À Mèche, dans le Haut-Doubs, il y en a un aussi à l'EHPAD, devant lequel les résidents se retrouvent pour chaque match disputé en Russie. Pronostics, analyses et commentaires vont bon train pour ces amateurs éclairés de ballon rond. D'ailleurs, David Sandona a recueilli leurs impressions. Écoutez. Vous avez vu tous les matchs quasiment. Quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné? La Croatie. Puis les Mexicains qui courent comme des rats, ils y vont. Selon vous, ces deux équipes, Croatie et Mexique, peuvent faire quelque chose? Ils sont à craindre. Ils sont à craindre, oui. La Coupe du Monde, ça leur apporte un petit peu de sourire, un petit peu de moments partagés, de bon temps, de plaisir, qui fait qu'on amène un peu plus de vie.
En Bourgogne, 200 membres d'Artisans du Monde se retrouvent pendant 3 jours au lycée de Chaluis dans la Nièvre pour l'assemblée générale de leur association. Elle a été créée il y a 44 ans. Elle est devenue depuis le premier réseau de commerce équitable en France avec plus de 160 points de vente, dont une dizaine dans notre région. Plusieurs ateliers seront proposés aux participants, notamment sur la redynamisation des centres-villes ou la vente en ligne. On termine en musique avec les rendez-vous au jardin, organisés comme chaque année et comme il se doit dans les jardins du conseil départemental de Côte-d'Or à Dijon. En tête d'affiche ce soir avec d'autres artistes, mais la tête d'affiche ce sera Axel Bauer que vous voyez sur ces images en répétition à Mâcon. Un concert gratuit qui permettra de découvrir les titres de ses derniers albums. Axel Bauer sera l'invité de Marie Joly dans le journal de midi. On le retrouve tout à l'heure. On l'écoute et puis on repart à Arquesnan avec Pascal Gervais. Un grand merci à toutes les équipes de France 3. J'espère que nous vous aurons donné envie de visiter ce lieu unique au monde, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des jardins extraordinaires. Et la visite fut formidable avec vous, Oh bah Florence. oui, il faut venir tout l'été et jusqu'à l'automne parce que les jardins vont en prendre plein de couleurs différentes. Et de la couleur, il y en aura aussi dès lundi, à la bonne heure et de bonne humeur à partir de 9h50. On vous apprendra notamment à réussir un cocktail pour que l'été soit absolument magique. Parce que contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas en vacances la semaine prochaine. On sera là avec toute l'équipe. À bientôt Florence. À bientôt Pascal. Et à bientôt pour revoir cette émission sur France3.fr par exemple.